I have a package for you. Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode de votre podcast favori. Je suis accompagné de Candice Adam. Bonjour. De Brio Waterman. Bonjour. De Yann Vital. Salut. Et de Thomas Moreski. Salut. Je suis Hugo Gasparini et bienvenue dans Recommandé. Alors avant notre rubrique du jour, j'aimerais qu'on parle de nos actus. Est-ce que vous avez des actus, Yann ? Oui. Alors moi, je vais vous parler de la bande-annonce qui vient de sortir des Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon, avec Vincent Cassel, Eva Green, François Civil, Pio Marmaille et Romain Duris, qui vient tout juste de sortir. Ouais, c'est un gros casting, ouais. Donc c'est un genre de film français, sauce hollywoodienne, et perso, moi je suis très curieux du rendu. On a un budget de 70 millions sur deux films, ça se présente comme un diptyque, j'arriverai pas à le dire. C'est ça. Diptyque, et donc le premier penché sur D'Artagnan sortira en avril et le second sur Milady en décembre. Ok. Et ouais, ça a l'air vraiment plaisant. J'ai un peu peur qu'il se plante avec un budget comme ça. Ça a l'air vraiment de faire sauce hollywoodienne, mais on va voir ce que ça vaut. C'est ça, souvent quand il y a beaucoup d'argent dans les films français, d'un seul coup tu te dis ça peut être un petit peu pourri. Un peu Ouais, casse-gueule. en même temps, ça peut juste être justifié par les décors, les costumes, parce que des costumes d'époque, ça coûte hyper cher Ouais, aussi. mais Ouais. Martin Bourboulon nous a pas vendu spécialement du rêve jusque-là. Dernièrement, lui qui il a fait- sorti Eiffel. Oui, c'est ça. C'était pas le film de l'année. Mm. Ça n'est toujours pas le film de l'année des années après. Ce n'est pas le film de cette année. Ni de l'année d'avant, ni de celle d'avant. Oui, mais après, à sa décharge, on n'a jamais eu, ces dernières années, un bon film, Les Trois Mousquetaires, je crois. Le dernier que j'ai vu, c'était un film où Richelieu, il se décidait à construire des montgolfières de guerre, et les mousquetaires étaient censés l'arrêter, et ça partait n'importe quoi, comment. Je me dis, avec, ça peut pas être pire, tu vois. Avec Mila Jovovich. Christopher Waltz. Ah oui, ok. Dans le oui, rôle de celui-là. Richelieu qui se bat à l'épée, enfin, tu sais, tu te dis, mais... Ouais, mais il y a eu une mode un peu aussi de moderniser les mousquetaires. De... Mais là, c'est pas de la modernisation, c'est n'importe quoi. Oui, non, mais je dis, Attention. je dis pas que c'était une bonne chose, hein, ça peut être une grosse Ça connerie. devient mais... presque steampunk. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement C'était ça. ça. Les montgolfières, c'est des bateaux, Mm. genre vraiment des bateaux, des navires 3 mâts. Voilà. Et juste à la place des voiles, c'est des ballons, quoi. Et Je- les mecs volaient avec ça, et moi j'étais devant ça et j'étais là. D'accord. J'imagine la tête d'Alexandre Dumas qui va voir son film. Il dit, mais j'ai pas mis ça, moi, dans mon livre. Qu'est-ce que c'est, ça? Non, mais du coup, moi aussi, je suis très curieux de voir la tête qu'aura ce film. Ouais. Et j'attends ça avec impatience. Bah, cool. super. Merci beaucoup. Toto. Oui, moi j'ai envie de vous parler d'un film qui sort aujourd'hui sur Netflix. J'ai envie de vous parler de l'histoire du mannequin qui veut être un petit garçon, un vrai petit garçon. Mais non. Mais si, il y a un nouveau Pinocchio qui est en train d'arriver sur Netflix. Cette fois-ci, il est réalisé par Guillermo del Toro. Oh là Oh. là. Donc Pinocchio. c'est Pinocchio. C'est un film d'animation en stop motion, donc image par image. Ça ouais. a l'air très beau. Ça a l'air parfaitement dans l'univers de Guillermo del Toro. Si vous regardez la bande-annonce, la fée fait vachement penser aux faunes du labyrinthe de Pan. Ah d'accord, trop j'ai bien. cru que t'allais dire au Ok. bonhomme avec les yeux dans les mains. Non, Je- pas du tout. non, pas du tout. On sent le traumatisme. Putain, l'angoisse, ouais. L'enfer. Non, ça a l'air quand même vraiment fait pour les enfants, pour le coup. Et c'est ce que le labyrinthe de Pan avait promis aussi. Hein. Et il me le payera un jour. Et la baleine, alors, est-ce que la baleine sera terrifiante La baleine, je crois pas avoir vu d'image là-dessus. Elle fait une petite apparition, mais c'est vrai que la baleine, c'est le gros trauma Bah ouais. de nous étant petits. C'est quand même le 3e film Pinocchio qui sort en moins de 3 ans sur 3 plateformes différentes. Il y a eu le Pinocchio italien sur Prime Video. Il y a eu le Pinocchio de Disney+, réalisé par Zemeckis, qui était catastrophique. Tellement c'était nul. C'était un live action. C'était un live action. J'en ai même pas entendu parler. C'était nul. Abominable. C'est sur Disney+. Ah ouais. Mais pour le coup, Ouais. peut-être que la 3e fois, c'est la bonne. Et ben voilà, Netflix, Guillermo del Toro, Pinocchio, ce vendredi, soit aujourd'hui. Donc voilà. ça a Moi, l'air j'en très profite pour faire une mini reco. Si vous n'avez pas envie de regarder Pinocchio avec un film, vous pouvez très bien lire le texte de Joël Joël Pomera, Pomera. qui est une super adaptation de Pinocchio et qui réveille un peu notre trauma d'enfance aussi. Très Fin bien. de la mini reco. Eh ben merci. Candice, ton actu. Ah, bah du coup, de nouveau une petite reco pour tout le monde. Moi, j'ai vu, par le plus grand des hasards, hier, une bande-annonce pour un film
Les Banshees d'Inisherin. Donc un film de Martin McDonagh, ce réalisateur qui a fait Bon baiser de Bruges, Seven Psychopaths, et en 2017 Three Billboards. Il a reçu plein de Golden Globes, Oscars et d'autres prix, entre autres. Donc c'est un film qui sort en salle le 28 décembre 2022. Donc la bande-annonce, moi, m'a attrapée directement. J'ai oublié de passer la pub et j'ai regardé jusqu'au bout. Et donc c'est l'histoire de 2 amis sur une petite île irlandaise qui, du jour au lendemain, se retrouvent au terme de leur amitié. Padraig, qui est interprété par Colin Farrell, tente à tout prix de comprendre la raison pour laquelle Colm, qui est joué par Brendan Gleeson, ne veut plus lui adresser la parole, au point où ce dernier lui pose un ultimatum désespéré. Bref, les images, l'utilisation des lumières qui a l'air magnifique, j'ai grand hâte d'être en salle le 28 décembre. Trop cool. Ouais, moi aussi j'ai trop hâte de le voir, genre vraiment. Ça m'a trop donné envie, j'ai vu la bande-annonce aussi et ça m'a trop donné envie. J'ai pas du tout vu passer, perso. Ouais, je vais regarder la bande-annonce aussi. Ça a l'air, C'est un peu un truc intéressant. what the fuck où de toute façon c'est dans la bande-annonce donc c'est pas un spoil. Le mec qui finit l'amitié lui dit la prochaine fois que tu viens me parler, je me coupe un doigt et je te le donne. Ah bah super. Et puis à chaque Voilà. fois que tu viendras me parler, je couperai un autre doigt et je te le donnerai. Ah, bah, super. Voilà. Ça commence comme une pièce de théâtre un peu, je trouve. Salade de C'est doigts. le Ouais. début d'une pièce de théâtre, on dirait. Ouais, Non, mais t'as exactement. l'impression que ça part d'une embrouille Ça un a peu deux doigts d'être débile bien. et que ça prend des proportions pas possibles, quoi. Enfin voilà, l'ambiance générale, il y a des images dans une taverne et tout, moi ça me donne trop envie. Ouais. Ok. Quand il y a une taverne, il y a Candice. Hein. Ouais. Merci de me faire passer pour une alcoolique. Je bois seulement des grogs sans alcool. Bien sûr. Bien sûr, personne n'y croit. Brieux, Ouais, moi je voulais parler un peu de ma colère pour faire redescendre l'ambiance qui commence à énerver cette podcast, mais vous parlez de la mise en garde à vue de Norman Tavo Ah le ouais. 6 décembre Mm. pour viol et corruption de mineurs sur 6 plaignantes. Voilà. Ce que nous ne recommandons pas, évidemment. Non. Ce n'est pas recommandé. Ce qui n'est pas recommandé. Et voilà, je voulais parler de ça et du choc que ça fait, parce que c'est quand même une des personnes qui a, entre guillemets, c'est un des premiers grands youtubeurs français Ouais. avec Cyprien et Squeezie. Et voilà, moi je me sens un peu trahi, je vous avoue, parce que c'est vrai que je l'avais suivi au début de YouTube, ça faisait longtemps que j'avais arrêté de le suivre. Et que, alors c'est pas un coup de tonnerre non plus, parce que déjà en 2020, Oui, on était c'est un déjà moment un peu qu'on au entend courant. parler, Voilà, quoi. Ouais. on en entendait parler, mais là, Ça officialise il le y a truc, une garde à vue. Une garde à vue, ça veut dire que la police a suffisamment d'éléments pour le confondre et en faire un. Puis j'ai vu qu'elle avait été prolongée aussi. Donc Oui, elle a été prolongée, ce qui veut dire 48 heures, ce qui veut dire qu'il y a des raisons pour lesquelles c'est fait. Puis de toute façon, si plaignante, il y a un moment donné, il faut. Ah, oui, mais puis ça si dégoûte, hein. plaignante, ça veut pas dire qu'il y a que 6 personnes en plus Oui, qui sont voilà. retrouvées dans cette situation-là. Ça veut juste dire Exactement. Il y qu'il en y a a bien plus qu'on en 6 parlait. hein. voilà, 6 c'est- personnes qui ont c'est- parlé. Et voilà, et je trouve ça ignoble. N'ayez pas de méfiez-vous. En fait, nous qui évoluons dans le théâtre et dans le cinéma, et c'est un milieu voilà, où on sait que c'est comme ça que ça se passe, de savoir que dans le milieu de YouTube, c'est le cas aussi. N'ayons pas d'idole, évitons de nous faire, surtout ceux qui sont les plus vulnérables, d'avoir des personnes qui pourraient vous influencer pour vous demander des choses que vous voudriez pas faire. Voilà. eh ben merci beaucoup Brieux. Je vais aller pleurer. Je vais Non, pleurer. je plaisante. Allez, une petite larme à l'œil. Bon, et puis moi, je vais vous parler de mon actu de cet épisode. Je vais vous parler d'un jeu vidéo, moi, qui va sortir le 13 décembre et qui s'appelle High on Life. Alors, ça a été créé par les créateurs de Rick and Morty. Alors, pour beaucoup, ça peut être un peu trop, etc. Et je pense que High on Life est parfaitement dans cette lignée de beaucoup de conneries à la seconde. En fait, on est dans un monde où en fait les aliens ont envahi la Terre pour pouvoir fabriquer de la drogue, en gros, et ils appellent un mercenaire pour devoir tuer un grand méchant. On joue ce mercenaire à la première personne, et en fait on utilise des aliens comme armes. Donc c'est un peu n'importe quoi. Ça a l'air super. Les armes nous parlent, c'est hyper coloré. Je vois, je l'ai vu passer, oui. C'est un bordel sans nom. On a un couteau qui est assoiffé de sang, c'est-à-dire il nous dit tout le temps qu'il veut tuer tout le monde, etc. Et ça a l'air d'être à 200 à l'heure. Ça sort sur Xbox et sur PC.
Et ça sort le 13 décembre et j'ai hâte de voir ça. Mais ce couteau me dit un truc, je crois que j'ai le même dans ma cuisine. Tu veux que je te le montre? Non, merci. Moi, je vais juste faire une petite aparté. Évidemment, il y a un film, un mastodonte dont on n'a pas parlé. C'est Avatar 2 qui sort la semaine prochaine, le 14. Et justement, si ça vous intéresse un petit peu, les sorties ciné, les trucs comme ça, qu'est-ce qu'on peut voir cette semaine? Eh ben, venez nous suivre sur Instagram. On fait des stories qui sortent tous les mercredis aux alentours de midi pour vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'il y a à regarder, mettre un petit coup de projo sur un film en particulier, puis vous proposer 3 autres alternatives si ce film-là vous plaît pas. Et donc, alors, voilà. Toto, c'est quoi notre tag sur Instagram? Sur Instagram, c'est @recommande2, il n'y a pas le « et », tiré du bas, @recommande, tiré du bas. Ou sinon, Exactement. vous avez le lien directement sur la description, que vous soyez sur YouTube ou sur Spotify, Apple Podcast ou votre plateforme préférée. J'ai failli m'étouffer. C'est tellement bien fait. Tellement de joie dans le fait de vous demander de nous rejoindre qu'il s'en étouffe. Merci beaucoup, Toto. Du coup, on va passer à notre chronique. Et aujourd'hui, on va parler de monstres. Alors, non pas du troll sous un pont, du dragon dans sa caverne, ou de Brieux un lendemain de cuite, mais du monstre... Oh là là. Je vois que ça tape Et tout non, sur les oui. potes, c'est super. Non. Alors, on va pas parler de ça, mais on va parler du monstre qui sommeille au fond de l'âme humaine. C'est Monster avec Yann. Oui, alors on va parler de manga aujourd'hui, puisque Monster en est un, écrit par Naoki Urasawa. Il a été publié dans le magazine Big Comic Original de décembre 1994 à décembre 2001. Et fort de son succès, le manga a connu une adaptation animée de 74 épisodes produit par Madhouse. Alors si vous ne vous y connaissez pas trop, Madhouse, c'est ceux qui ont notamment fait Death Note, ou le remake de Hunter x Hunter, ou encore l'excellent Parasite, que je recommande fort si vous ne l'avez pas vu. Parasite, le film? Non. Le film coréen? Parasite? Pas du tout. L'animé, L'animé. qui n'a rien à voir je avec le connais pas, film, et qui est génial. Des gens qui s'y connaissent, somme toute. Des gens qui s'y connaissent, exactement. Donc, fort de son succès, le manga a connu une adaptation animée de 74 épisodes produits par Madhouse. Donc, ceux qui sont néophytes en animé ne sauront pas que Madhouse est donc le studio qui a fait Death Note, le remake de Hunter x Hunter, ou encore l'excellent Parasite, que je recommande. Mais c'est qui ce Naoki Urasawa? Alors Naoki Urasawa, c'est un mangaka ultra célèbre pour avoir fait un grand nombre de très bons écrits. Très jeune, il commencera à se passionner de manga et se mettra à dessiner. Et bon, alors qu'il sera malheureusement pour lui harcelé à l'école, c'est en refilant ses magazines à ses harceleurs qu'ils le laisseront tranquille. Et c'est dans ce climat peu reluisant qu'il va se lancer dans la création de son premier manga long, La Cordillère des temps anciens. Alors déjà là, on sent dans son œuvre une forte inspiration des films noirs, qui passaient à la télé à l'époque et qui l'inspireront une bonne partie de sa vie. Après le lycée, il partira sur une fac de lettres, se désintéressant un peu des mangas, mais après avoir reçu le prix du meilleur jeune mangaka, un peu par hasard en 1982, il va se replonger pleinement dans ce monde-là. Et c'est avec Yawara, un manga comique qu'il commença à sortir en 86, qu'il connaîtra son premier grand succès. Toutefois, une fois Yawara achevé quelques années plus tard, Urasawa, il veut se plonger dans un registre plus personnel, plus sombre, mais son éditeur lui dira non, et l'encouragera à se relancer dans un manga comique qui fait Il a dit ça plus de exactement. bif. Il a dit non. En japonais. Ya. C'est vraiment ça. Oui, ok. c'est ya. Je me suis dit, c'est limite, là. Ouais, je me suis dit, Non. je me suis dit, Le politiquement correct a disparu, Ne quoi. vous inquiétez pas. tout va bien. Non, ça se dit ya, je le sais. Ne me demandez pas pourquoi. Ok. On a l'info. On a l'info. Pardon Yann, vas-y. Mais donc c'est après la sortie de ce deuxième manga comique qu'il se lancera en 94 dans Monster, un thriller psychologique beaucoup plus sombre que ce qu'il n'avait jamais fait. Et visiblement c'est quelque chose qui va beaucoup le marquer puisqu'il a continué dans cette lignée beaucoup plus deep dans la suite de ses créations qui suivront, avec notamment 21 Century Boys ou encore Pluto, qui sont aussi des mangas incroyables. Et du coup, Monster, ça raconte quoi? Alors, donc l'histoire débute dans une Allemagne en pleine guerre froide en 1986. Excusez-moi, je viens juste d'avoir un éclair d'illumination. J'ai lu ce manga et j'arrête pas de... Et maintenant que ça me revient, je me dis, mais c'est Tu du l'as lu génie. Oui, je l'ai lu. Mais je comprenais pas. Je me disais, Monster, ça me dit quelque chose. Et en fait, juste voilà. à prononcer cette phrase, j'ai fait, mais oui, mais ce manga est du génie. Bon, bah voilà. Et bah, je le recommanderais à une personne de moins. Donc,
dans une Allemagne en pleine guerre froide, en 1986, dans un hôpital dans la ville de Düsseldorf. Donc on y retrouve Kenzo Tenma, un neurochirurgien d'origine japonaise, comme son nom le laisse présager, et qui est extrêmement talentueux. Il est fiancé à la fille du directeur de l'hôpital et est destiné à une brillante carrière. Pourtant, un jour, il refuse de soigner le maire de la ville, préférant opérer un garçon blessé d'une balle dans la tête, arrivé à l'hôpital juste avant le maire. La sœur jumelle du garçon, très choquée et incapable de parler, est elle aussi hospitalisée. Et leurs parents adoptifs viennent d'être assassinés sauvagement chez eux. Donc Tenma arrive à sauver le garçon, mais le maire, confié à un autre chirurgien moins talentueux, décède. Et là, c'est la descente aux enfers pour Tenma, qui est rétrogradé par le directeur de l'hôpital, qui semblait vouloir faire passer ses intérêts avant la survie de l'enfant. Et donc, la fiancée de Tenma finit aussi par le quitter. Donc désespéré, le jeune neurochirurgien confiera la rage et la haine qu'il a pour ce système, et pour ses supérieurs, à l'enfant alité qu'il vient de sauver et qui semble complètement inconscient. Pourtant, peu de temps après, les 3 plus hauts responsables de l'hôpital, dont le directeur, sont retrouvés morts, et les 2 enfants ont disparu. Donc ça, c'est le tout début de l'histoire. Mais là, on est plongé 9 ans après, où on retrouve notre docteur préféré qui, du fait de la disparition du directeur, est désormais le chef de service de la clinique. C'est la faute après chance. Ah, c'est drôlement pratique. Mais un jour, un de ses patients avec qui il s'était lié d'amitié se fera assassiner par un homme mystérieux, blond aux yeux bleus, au regard angélique et au charme certain, Johann Lieber. Il s'agit du garçon de 10 ans qu'il avait sauvé 9 années plus tôt. Et le gamin semble être devenu un monstre, sémant la terreur autour de lui. Donc rapidement, le monde de Tenma va s'écrouler, il sera pris en chasse par la police, accusé d'avoir commis les meurtres de Johann. Et il se mettra alors lui-même en chasse du meurtrier qu'il avait sauvé autrefois. Dans le récit, Tenma rencontrera plusieurs personnages captivants qui façonneront son chemin, tels que la sœur jumelle de Johann, qui, je vous le rappelle, avait perdu la parole, semblait un peu catatonique, Dieter, un jeune garçon qui va se mettre à le suivre partout, et une flopée d'autres personnages, tous étroitement liés au passé de l'antagoniste. Et c'est durant sa quête que le docteur Tenma cherchera à répondre à une question qui le hante. Est-ce qu'il est criminel d'avoir sauvé cet enfant, d'avoir sauvé un enfant, si celui-ci s'avère être voué à tuer des centaines, voire des milliers de personnes? L'intrigue entraîne dans un thriller à mi-chemin entre fiction et fait réel. Elle nous balade littéralement, tout d'abord à travers plusieurs grandes villes d'Allemagne, dans un contexte de réunification allemande après la chute du mur de Berlin, ensuite en République tchèque, tout cela agrémenté d'interventions d'ex-agents de la police tchécoslovaque et de groupuscules néo-nazis, voyant en Johann Lieber, donc l'antagoniste de l'histoire, le prochain leader de l'Allemagne, un genre d'héritier à Adolf Hitler. Et donc dans Monster, on va parler du mal dans ce qu'il y a de plus brut. On va parler de ce monstre qui sommeille dans le cœur des hommes. Alors, l'histoire a l'air sympa, mais qu'est-ce qui la rend si bien? Alors, je pense que le plus gros point fort de ce manga, c'est l'écriture et le développement de ses personnages. On en rencontre un paquet. Mais c'est bien les 2 personnages principaux qui sont les plus pertinents, à savoir le protagoniste et l'antagoniste. Donc le docteur Tenma et l'enfant qu'il a sauvé, ce Johann. C'est ça. Déjà, commençons par Tenma. C'est un héros. À n'en pas douter, il est foncièrement bon. Il préférera toujours sauver une vie à la prendre et fait toujours le choix qui lui semble et nous paraît le plus juste. Il sauve un maximum de personnes sur sa route, même si ça va ralentir sa quête initiale ou le mettre dans des sales draps. Mais là où le spectateur sait pertinemment que Tenma est quelqu'un de bien, ça saute aux yeux, les personnages du bouquin ne le savent pas. À vrai dire, tout le monde le prend pour un criminel. Et c'est très pertinent de le voir se battre pour rayer cette image que le monde a de lui. Mais en vrai, je vous dis pas toute la vérité. Il y a une vraie question que le spectateur se pose sur Tenma durant sa quête, justement, c'est est-ce qu'il va finir par tuer Johann? Quand Kenzo Tenma part en vadrouille, c'est après Johann qu'il en a. Le docteur est persuadé qu'il est quelque part coupable des meurtres que réalise Johann, puisque c'est lui qui avait choisi à la base de le sauver. Évidemment, le monde dira qu'il ne pouvait pas savoir que sauver un enfant était le choix le plus juste, mais comment ne pas s'en vouloir? Ce que notre protagoniste voit de lui-même n'est pas un docteur qui a sauvé un enfant, mais celui qui a redonné vie à un monstre, à la manière d'un Frankenstein. La grosse question qui nous traverse, nous spectateurs, en suivant son histoire, c'est la question suivante. Choisira-t-il à la fin de le tuer, lui qui avait choisi au départ de sauver des vies, c'est un médecin. Donc est-ce que ça fera pas de lui le même monstre qu'il est en train de tenter d'abattre? Est-ce que quelqu'un de foncièrement bon arrivera à trouver une autre solution qu'est la mort et à vaincre ce monstre qui sommeille en son propre sein? Elle est là la question qui traverse ce personnage et que l'on se pose du début jusqu'à la fin de l'œuvre.
Et du coup, Johan. Alors oui, Johan. Alors si vous aimez les méchants, en passant du Joker de Batman à Griffiths dans Berserk, si vous aimez encore une fois les animés ou les mangas, vous allez l'apprécier. C'est vraiment le méchant parmi les méchants, que l'on peut voir comme une incarnation du diable. Le manga porte d'ailleurs le nom de son pseudonyme, puisqu'il est connu dans l'histoire sous le nom de Monster, comme quoi. C'est un beau gosse, bien sapé, intelligent, qui respire le succès. Il ressemble à vrai dire bien plus à un ange qu'à un démon. C'est le cliché du arien en fait. Ouais, Exactement. mais plus que ça, il est... tu vois, d'ailleurs, tous les personnages qui le croisent dans l'œuvre ne manquent pas de nous le rappeler que celui-ci pète le charisme. Ouais. Tu vois, t'as un truc très fascinant en fait. Ouais, quand tout tu le le monde vois. le trouve hyper Il est cool, hyper captivant, beau. ouais, Et magnifique. C'est Satan en fait. C'est Lucifer. c'est ça. Lucifer veut dire au-delà le de porteur l'arien, on lumière. voit bien plus je vois bien plus, c'est ça, le malin. Et c'est ça qui est fort en fait. Il paraît méchant aux yeux à aucun des personnages qu'il va rencontrer. Là où il nous saute aux yeux en tant que spectateur que c'est le mal personnifié. Exactement l'inverse de Tenma. Du coup. Exactement, là où Tenma voyait tout le monde comme le méchant, là tout le monde voit lui comme quelqu'un de parfait. Le gars tue des gens depuis qu'il existe. Et du coup, t'es hyper frustré, quoi. Ah, exactement, c'est hyper frustrant de voir le personnage principal galérer à ce qu'on le voit comme quelqu'un de bien. Et Ouais, détesté de et tous. l'inverse, Et l'inverse, Et, adoré. Ouais. Et exactement, je pense qu'il peut commettre un crime sous les yeux de n'importe qui, il pourra trouver une excuse, parce que c'est Monsieur Parfait. Et d'ailleurs, du coup, je reviens sur ce que je disais, le gars tue des gens depuis qu'il existe, que ce soit à l'orphelinat où il a grandi et orchestré un massacre, ou toutes ces familles d'accueil qui l'avaient accueilli, qui l'ont pris sous leurs ailes avant qu'il ne les assassine. En plus d'être un tueur sans pitié, c'est un manipulateur hors pair. Chaque interaction qu'il a avec quelqu'un, il semble capable de lui retourner le cerveau s'il le souhaite. Il y a ce passage ignoble dans le manga où il manipule un gamin pour essayer de le pousser au suicide. La raison, il veut simplement que ce gosse aille se suicider en lui prouvant que sa vie ne rimera à rien de plus que sa mort. Lourd. Ouais, c'est Bonne ambiance. c'est joyeux. Je vois pas en quoi il est méchant en fait. Voyez. Disclaimer. Cynic non. man. Alors, Ouais, c'est ça. C'est du second degré. pour les- Alerte. je rappelle, parce que tout à l'heure, Brieux parlait de Norman, mais dans tous les cas, il y a beaucoup de harceleurs aussi sur Internet. Si vous avez affaire à des gens qui vous poussent ou qui vous obligent à faire quelque chose que vous ne voulez pas, surtout, dénoncez-le et Oui. ne rentrez pas dans cette machination. Et puis il y a des numéros, des trucs comme Voilà, ça. Il exactement. fallait dénoncer Johan Lieber. Si un Allemand vous parle de toute façon, ne lui répondez pas. Non, pas non plus. On a dit pas de raccourci, s'il vous plaît. Non, pas Mais donc revenons sur Johan. Au début de l'histoire, il nous présente son but comme étant celui d'être le dernier humain en vie après la fin du monde. Toutefois, ce but de grand méchant va bien évoluer au fur et à mesure de l'œuvre. Il y a quelque chose qui le suit en fait durant l'entièreté de l'intrigue. L'existence d'une BD qui paraît liée à son passé. Une BD qui s'appelle Le monstre sans nom. Et donc, outre être un bouquin à l'histoire et au dessin terrifiant, il donnera à Johan un nouveau but sans précédent. Commettre le suicide parfait. Oui, un méchant qui cherche à se tuer, c'est plutôt rare. Et en fait, il veut mourir sans laisser aucune preuve de son existence, si ce n'est les souvenirs que Tenma a de lui, en fait, afin de détruire la foi en l'humanité qu'a Tenma. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça, mais ça prend beaucoup de sens dans l'histoire et avec le développement de Johan qui, d'une certaine manière, perd foi en l'humanité, essaie de montrer aux autres pourquoi il n'a pas foi en tout ça. Ouais, il prône le chaos, quoi. Oui. Donc finalement, ce serait le meilleur moyen de le rendre fou, Tenma, et qu'il fasse l'hyper. Exactement. Ouais, Et c'est puis- qu'il le voit trop bon. Et Johan, en fait, c'est ça. Johan voit en Tenma quelqu'un de très bien. Mm. C'est un des seuls qui sait qui Tenma est réellement. Et donc il essaie de lui montrer tu vois, il essaie de trouver le monstre au cœur de Tenma justement. Et voilà, donc on a ici un humain sans pouvoir particulier qui représente simplement l'humanité dans ce qu'elle a de plus mauvais. Les plus crasses. Bon, bah, du coup, on tient un bon méchant. Et est-ce que tu peux nous parler de l'œuvre au sens plus large? Ah oui, alors déjà les dessins sont beaux, très beaux. Et d'ailleurs assez intéressant, l'histoire se passe en Europe et les dessins sont un peu européanisés, avec une patte qui se veut moins manga que ce dont on peut avoir l'habitude. Les dessins des décors sont d'ailleurs très précis et on se sent bien dans une atmosphère Allemagne début des années 80. L'auteur y avait fait d'ailleurs un petit voyage et ça se sent. Ensuite, au niveau de l'histoire, comme je l'ai dit, on parle évidemment de la notion du bien et du mal, mais c'est loin d'être le seul sujet. On parle de plein d'autres sujets, du deuil à la famille, des difficultés financières, de l'enfance, du racisme, du sexisme. Et donc ça parle de plein de trucs. Et on ne se cantonne pas non plus à une seule façon de raconter le récit, puisqu'on se balade entre un thriller policier, un thriller psychologique,
et on passe carrément à certaines séquences qui sont horrifiques et d'autres ultra poétiques. Mais pourtant, tout ce gros amas de sujets et de genres, c'est loin d'être indigeste et c'est loin non plus d'être là pour faire joli. Ça a un sens, c'est lié à l'intrigue, et tu peux être sûr que si Urasawa dit quelque chose de telle ou telle façon, c'est pour apporter un petit plus à son récit. Et est-ce qu'il y a une adaptation animée et est-ce qu'elle est bien ? Alors oui, il y a une adaptation animée, comme je le disais au début, mais je vous en parlerai bien, mais pour être honnête, je ne l'ai pas vue. Alors j'avais un peu peur de... alors je suis un grand fan d'anime. On n'a pas travaillé sa chronique. Ouais, c'est ça, on fait les choses à moitié, Yann. Alors, non, pour ma défense, je suis un grand fan d'anime, mais j'avais peur de m'y pencher. Étant donné à quel point l'œuvre de base pète la classe, c'est vrai que l'animation, elle a l'air de faire vieux jeu. Elle date de 2010, je sais plus ce que j'ai dit exactement tout à l'heure. Mais je crois que j'ai fait une grosse boulette. Parce que après m'être renseigné, l'animé serait une grosse dinguerie. Il y a une belle animation, des belles couleurs, des belles musiques. C'est sur Allociné, c'était marqué une grosse dinguerie. Une grosse dingue. 5,5 étoiles sur 5, grosse dingue. Et les seiyuu, les doubleurs sont apparemment au top. Donc perso, je pense que je vais me la farcir. Mais si vous n'êtes pas un grand lecteur, ça peut être une superbe alternative pour profiter de cette histoire. Mais en fait, est-ce que Monster a des défauts, contrairement à ton langage ? Alors, contrairement à mon langage, il n'en a pas. Pour moi, Monster, c'est une masterclass. Parfois, on peut avoir l'impression que ça en fait un peu trop, mais même à ces moments-là, ça sert toujours l'intrigue et finalement, ça passe bien. Certains n'ont pas apprécié la fin aussi. C'est un défaut qui a été trouvé, mais parce qu'ils la trouvent trop rushée, mais perso, moi, je suis pas d'accord. La fin, sans vous la spoiler, elle reste assez nuancée pour être ni douce, ni amère, et suffisamment ouverte pour nous laisser rêver. Et perso, c'est le genre de fin que j'adore. Eh ben, trop cool, merci beaucoup. Et du coup, où est-ce qu'on peut trouver, chez quel éditeur ça a été sorti en France Alors, Monster, c'est aux éditions Kana. D'accord. Okay. D'accord, très bien. Un comme, classique. Comme oui, Naruto et plein d'autres. Ouais, dans son intégralité aux éditions Kana. Eh ben, super. Et l'animé est-ce qu'il est sur Crunchyroll ou Wakanim Je n'en ai pas la moindre idée. Eh bien, vous regarderez sur Google. Je me demande si elle n'est pas dispo sur Amazon, mais j'ai un gros doute. C'est dispo sur ADN. Alors j'ai trouvé, donc c'est dispo sur ADN. Donc du coup voilà, vous pouvez retrouver l'animé sur ADN si vous le souhaitez. En tout cas, merci beaucoup Yann pour ta chronique, c'était avec super. plaisir. Ça m'a donné envie. Yannou. Est-ce qu'on peut divaguer maintenant? Divagons. Est-ce que divagons. Du coup, Candice, toi qui avais lu ce manga, qu'est-ce que t'en as pensé? Que c'était vraiment Alors moi bien? je l'ai lu, mais je l'ai pas fini. J'ai lu les premiers tomes, je crois, un peu moins de 10, quelque chose comme ça. Donc j'avais bien aimé, bien accroché. Et ben sache qu'il vaut le coup d'être fini. Et du coup, ouais, ça m'a bien donné envie de... Mais en plus ça date, hein, parce que moi j'avais lu ça, je devais avoir dans les 17 ans, un truc comme ça. Donc ah ouais, comme je te disais, c'est sorti entre 94 et 2001, donc ouais, c'est pas tout récent. Ouais, c'est ça. C'est pas un souvenir très frais dans ma tête, parce que du coup, je l'ai pas lu depuis 10 ans. Mais dès que tu as commencé à décrire le manga, ça m'a frappé. En fait, j'ai eu une image d'un des dessins, justement, de Kenma qui marche dans la rue. Ah. Et d'une image de Johan dans une maison un peu abandonnée, un peu détruite. Et vraiment, Tu l'as. voilà. Et le visuel m'a frappé et je me suis dit, mais c'est vrai que les dessins étaient magnifiques, que l'intrigue était hyper intéressante et je trouvais que c'était bien pensé. Voilà, j'avais hâte à chaque fois de découvrir la suite du manga. Donc, merci de l'avoir repitché. Parce que je pense que je vais me repencher dessus. Eh ben, fonce. Je me souviens plus si tu l'as dit, il y a combien de tomes 9, mais il me semble que c'est dans la dernière... Ah, j'ai dit 10 moi, mais alors non, j'ai raconté n'importe quoi. Ouais, mais c'est en plein de chapitres, tu sais. Tu l'as peut-être lu en scan, je sais pas. Peut-être, je sais plus. Je sais que j'avais les deux premiers, je crois. Mais j'ai lu un je crois en que scan, la dernière édition, en tout cas, qui est sortie, c'était en 9 tomes, ouais. D'accord. Et puis, est-ce que tu le préconiserais à donner presque entre toutes les mains, ou est-ce que c'est quand même très adulte, parfois très... J'allais dire gore, mais très graphique, entre guillemets. Je mettrais au-dessus de 16 ans. Ah oui, d'accord, ok. Même pour pour comprendre les tenants et les aboutissants de l'histoire, ça parle quand même vachement de faits historiques. C'est vraiment ce petit mélange-là entre fiction et histoire. C'est quand même plus pour adultes. Au-delà du gore, ça doit être dur aussi comme sujet. Ouais, c'est-à-dire que... parce que tu parlais un peu de suicide, de trucs comme ça. Tu vois un paquet de... Ouais, c'est ça. Tu vois un paquet de personnages que directement t'apprécies dedans, mourir aussi. Donc voilà, okay. T'as plein de personnages qui sont tristes, qui sont dévastés. Tu vis des trucs pas forcément cool, mais qui sont beaux. Donc oui, pas à mettre entre toutes les mains et pas forcément adultes, même les plus fragiles, entre guillemets. Exactement. Pas forcément le meilleur truc à lire tout de suite. Exactement. Mais ok.
Mais j'ai Puis, l'impression la moi, vision ça de va, la vie genre. de Joanne est tellement défaitiste qu'il faut s'accrocher quand même. Ok. J'ai l'impression qu'ils ont l'auteur a bien compris en fait la société allemande, en tout cas de ce que tu m'en as de ce que t'en as dit, pardon. Par exemple, le fait justement de parler des néo-nazis ou ce genre de choses, il y a eu un démantèlement d'une cellule néo-nazie il y a pas longtemps de 20 000 personnes quand même. Ah ouais. Donc ça fait 20 beaucoup. 20 000 personnes. Oui, à tel point que les services de l'ordre allemand ont placé la menace d'extrême droite, donc néo-nazis et autres, en première position devant la menace djihadiste. Oui. Ah Donc ça veut dire que c'est vraiment un sujet de société en Allemagne, et que le fait que t'en parles, et que justement, quelqu'un qui tue des gens et qui le fait contre le système ou je sais pas quoi, ça donne envie à certaines personnes de l'aduler comme le futur leader de l'Allemagne, c'est un sujet qui est encore très actuel, malgré le fait que ce soit écrit en C'est Après, ça, après, quand- je me permets de mettre un peu des pincettes quand même sur cet avis-là. J'entends ce que tu veux dire, mais je pense que 20 000 personnes, j'ai jamais entendu, moi, 20 000 personnes. J'ai entendu qu'il y avait eu des perquisitions, des arrestations. Là, cette semaine, ils ont arrêté 25 personnes et ils ont 27 autres qui sont témoins clés, etc. Non, il n'y a pas 20 000 personnes arrêtées. Non, je une, sais. une, D'une une, cellule, une cellule, enfin en une elle-même, organisation ouais. de Ils ont 20 000 fiché personnes qui a N été démantelée. Qui a été Pour démantelée. nazis. Ouais. Merci Chez Hugo. N. Merci Mais il n'y Hugo. a pas qu'en Allemagne, hein, même aux Non. États-Unis. Ah bah oui. C'est en train de comme monter. ça. Mais en Europe et dans le monde en général, Dans le c'est monde en juste général, que c'est juste que C'est dramatique. c'est des communautés qui se sont un peu cachées pendant un moment. Et là, bon, déjà l'arrivée de Trump, Oui, de plein de oui, choses, carrément. ça a été des bouleversements dans le monde qui ont fait que ils peuvent de nouveau pointer un peu le bout de leur nez et ils deviennent plus inquiétants. Mais faut pas se dire que c'est des gens qui ont disparu et qui réapparaissent Non, non, pas du tout. maintenant. Non, Voilà. c'est des choses qui ont toujours Mais existé. d'ailleurs, mais ce qui est ça hyper augmente. pertinent dans le bouquin, c'est que tout le monde le voit comme le potentiel nouveau grand leader, mais lui, il en a rien à carrer. Lui, il fait son chaos tranquille au milieu, et tout le monde essaie de construire quelque chose autour de ce personnage-là, qui s'en fout. C'est un peu comme ce qu'ils avaient mal fait dans la série Gotham, où justement le Joker il fait n'importe quoi. Il y a plein de gens qui le prennent en exemple en se disant waouh, il a tellement tout compris à la société, alors que le Joker lui-même n'a rien compris du C'est tout. ça, c'est Il fait des juste- agents du chaos. C'est juste le chaos, quoi. Saucisse. Voilà. Vraiment dans une. Non, mais après, c'est une question d'interprétation. C'est ça. Je rigolais, quoi. T'as quelqu'un qui agit d'une certaine manière et chacun va l'interpréter en fonction de ce qui est le plus intéressant pour lui. Exactement. La récupération. Eh ben, merci beaucoup, les copains. On va passer au recours de l'épisode. Ouais. Eh ben, celui qui dit ouais, tiens, Thomas, est-ce que t'as une reco pour aujourd'hui? Ouais, j'ai une reco et une sacrée reco. Pas piqué des Eh hannetons, ben, les on gars. t'écoute, vas-y. J'ai envie de vous parler d'une chaîne YouTube. Mais non. Si, comme moi, vous aimez revoir des films qui vous ont plu, avec un autre point de vue, ou alors en voulant découvrir d'autres choses sur ce film-là, que ça fait 20 fois, par exemple, que vous regardez Fight Club et vous vous dites « Putain, mais ça, je l'avais jamais vu », j'ai la chaîne qui est faite pour vous, ça s'appelle La Théorie de Graham. Et en fait, ça développe une théorie sur des films ou des séries quand même très connues. Par exemple, Joker, Interstellar, Star Wars, mais aussi des films plus confidentiels, alors gros guillemets sur confidentiel, Midsommar, dont on vous a déjà parlé un petit peu, Magnolia, Cloud Atlas, Par etc. Claude François, évidemment. Évidemment. En tout cas, c'est très bien fait à chaque fois. C'est des vidéos qui durent entre 15 et 20 minutes en général. Les explications sont vraiment fluides et elles permettent d'aborder vraiment un film sous un autre point de vue. Moi, ce que je fais souvent, c'est qu'ils ont une vidéo qui sort par mois. Ouais. Je vois sur quel film ou quelle série, bon, si c'est une série, c'est un peu plus compliqué, mais en général, c'est des films, sur quel film ils vont traiter. Je me refais le film juste avant. Et après, du coup, je peux me regarder cette théorie en me disant « Waouh, mais putain, c'est dingue, Et c'est vachement frais dans ma tête. » Moi, j'ai une question. Est-ce que tu sais s'ils ont fait un épisode sur Ennemi Non, Villeneuve, c'est Villeneuve. de Villeneuve, ouais. Non, mais le Fossoyeur Excusez-moi, à l'époque... c'est elle le était film que super vous m'avez intéressante. spoilé la semaine dernière dans le métro. Oui, c'est ça. Exactement, Moi, c'est ça. super, merci. Exactement. Tu veux qu'on te rappelle la fin? Non, bah ça va, je m'en souviens, c'est frais dans ma tête. Non, pour le coup, Enemy, le Fossoyeur de film, avait fait Oui, une... qui était hyper intéressante. qui je était l'avais hyper vu, intéressante et qui avait été dans les bonus DVD pour dire à quel point sa théorie était bien construite et Ouais.
Villeneuve l'a vu, ou quelqu'un de la prod l'a vu. Et dit, Mais je crois qu'il super, quoi. l'avait, je me demande s'il avait pas même un peu interviewé pour C'est sa possible. chronique. Ça, je t'avoue que je sais plus, parce que Son c'est vieux épisode. maintenant. Ouais, mais c'était trop chouette, parce que moi j'avais vu le film, Mm. j'avais éteint ma télé en me disant bah j'ai encore rien compris, et j'étais allé voir sur YouTube s'il y avait des gens qui en parlaient, parce que le film reste vachement ouvert, je Oui, trouve, oui, carrément. et vachement fait pour y réfléchir, et du coup le Fossoyeur du film, désolé ça décale totalement de ta reco, mais Pas de souci. le Fossoyeur de film avait fait un épisode là-dessus, et j'avais trouvé ça super intéressant. Si vous le D'accord. connaissez pas, le Fossoyeur de film, faut Oui, aller faut voir. regarder. Ouais, C'est c'est connu, connu. Bon, ça ouais, c'est une reco un peu générale, Oui, il ouais, est ouais. connu, mais si vous connaissez pas, allez-y, Il faut foncez, le c'est dire. trop bien. Il faut le dire. Brieux. Et ouais, j'ai pas fini. Oh pardon. Oui, bah c'est trop tard. Alors, C'est trop tard. Ouais. Pour revenir rapidos sur la théorie de Graham, parfois c'est donc ça se suit très bien, c'est très fluide. Parfois, il y a un petit peu le biais de confirmation où il va t'affirmer des choses ou te mettre en lumière certaines théories où des fois tu dis oui bon c'est un petit peu tiré par les cheveux, Oui. mais pour autant ça se regarde très bien. À chaque fois, ça te permet de voir le film sous un autre point de vue, sous une autre ambiance. Et c'est vachement cool. Donc la théorie de Graham, c'est disponible sur YouTube. Eh ben Voilà. super. Super. Merci beaucoup. Brieux, oui, ta reco. t'as fini, Sauf Thomas. si c'est bon. j'ai Ok. fini. Alors, moi j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà eu des soucis dans la vie? Des problèmes? À peu près toutes les Absolument demi-heures. jamais. À peu près toutes les demi-heures. Est-ce que ces problèmes t'ont déjà un peu coupé l'appétit? Alors, Attends, totalement. il va nous parler d'assurance. Oui, Il est régulièrement. en train de nous vendre un produit. Là. Est-ce que vous ça. connaissez la Maïf? Eh bien, j'aimerais vous parler de deux séries qui vont vous redonner envie de manger. Une série qui est une série documentaire et une série qui est plutôt une série fiction. Parce que c'est un peu la mode en ce moment, en tout cas j'ai remarqué sur Netflix notamment, de séries culinaires, de séries qui parlent de nourriture, que ce soit fictionnel ou pas. Donc j'aimerais d'abord vous parler de L'origine des saveurs, qui est une série documentaire sur la cuisine chinoise, qui est en 3 saisons et qui, dans chaque épisode, va vous parler d'un plat traditionnel, populaire, d'une région de Chine. Donc la première saison c'est la cuisine du Guangzhou, la deuxième du Yunnan et la troisième du Kaohsian. C'est des plats qui sont très différents, très intéressants et qui sont très très bien décrits, comment ils sont préparés, comment ils sont avec quels ingrédients et comment ils sont mangés, et vraiment ça donne très faim. Donc allez voir ça si ça vous intéresse. Et puis la deuxième qui est une série de fiction qui s'appelle Midnight Diner Tokyo Stories, dans sa version originale Shinya Shokudo, qui est aussi un manga, puisque la série est tirée de ce même manga, du manga éponyme. Et c'est une série qui parle d'un restaurant japonais de nuit. C'est parce qu'il faut savoir qu'au Japon, et à Tokyo notamment, il y a des restaurants qui sont ouverts la nuit, qui ne sont ouverts que la nuit, où on peut aller y manger en sortant du travail très tard. Et ça s'articule autour de 2 clients qui viennent dans le restaurant, qui commandent un plat, leur plat favori, et qui parlent de leurs problèmes. Et c'est très simple, très léger. Parfois, il y a des problèmes qui sont un peu plus lourds que d'autres, mais rassurez-vous, à chaque fin d'épisode, ils sont arrangés. Tout va bien. Et ça donne faim. Ils se régalent, ils boivent des bières, ils J'adore mangent, les séries etc. comme On sent le gros gourmand dans l'âme de Oui, Brieux, mais là. à la fois c'est gourmand et puis c'est juste de la bonne ambiance, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment Gueuleton, tu quoi. partages un repas avec ces gens-là Oui. qui sont dans le petit restaurant. Et du coup, le repas est vraiment mis en valeur Ouais. dans la série, j'imagine. Mais le repas et la préparation, préparation, du repas, ouais. parce que le chef Ok. est c'est un chef de nuit, il est un petit peu il est un petit peu patibulaire, etc. Il écoute les problèmes, mais Ouais. un peu comme un psychologue de comptoir, si tu veux. Ouais. Hein. Et voilà, c'est super. Donc allez voir ça, ça vous redonnera envie de manger. Après avoir vu Monster, je pense que ce sera une bonne chose. Une bonne chose. J'ai cru que tu allais parler de The Bear qui est disponible sur Disney+, qui est en gros une série sur un gars qui récupère un resto et ce qui paraît, enfin, j'ai vu beaucoup d'articles dire que c'était la meilleure série sur la cuisine. Si vous aimez Top Chef, vous allez aimer cette série. Ah ouais. J'ai cru que tu allais parler de ça et je me suis dit oh cool, quelqu'un qui l'a vu qui pourra vraiment me dire si c'est bien Comme ou quoi, pas. tout ce que fait Pas du Brieux tout. est décevant. Non. Ça y est, Non Yann mais du se coup lâche. ça me donne envie de regarder quand même tes trucs. J'ai cru que tu parlais de ça. Ouais, moi Voilà. la deuxième reco me donne bien envie parce que je sais pas, je suis jamais rentrée dans la mode de regarder les Masterchef et des trucs comme ça, trucs de cuisine. Je sais pas, ça me saoule. J'adore cuisiner, mais je peux pas regarder ces trucs-là. Et donc peut-être que une série de fiction qui met autant la nourriture en avant, ça pourrait me brancher. Ah puis ça fait découvrir la nourriture asiatique, Ouais. Oui. la vraie, du coup, Oui. pas celle qu'on mange la Oui, oui. plupart Pas celle du au temps. resto chinois ou voilà, buffet où à tu volonté, fais quoi. buffet à volonté, où c'est pas du tout la cuisine asiatique.
Là, c'est vraiment la vraie cuisine. Donc... Mais en même temps, un buffet à volonté. Hein, on en parle 2 minutes, un petit buffet à volonté. Oh, les yeux qui brillent. Ouais. Oh, les yeux qui brillent. Tu vois, ça t'a donné faim. Oui, de ouf. Et ça vous a sûrement donné faim, vous. Merci beaucoup, Brieux. Candice, Oui. quel est ta reco de cet Et ben moi épisode? aussi, je vais vous faire une petite reco YouTube aujourd'hui. Décidément. Bah oui, on est reco trop des YouTube. potes, on est Ouais. trop des potes. Alors, peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Moi, c'est une chaîne YouTube que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et pourtant, c'est une chaîne qui existe depuis 2015. Et cette chaîne, c'est Balade Mentale. Putain, j'allais dire, Norm, elle fait des vidéos, pardon. Non. Excuse-moi, il y a juste une larme qui est en train de couler au coin de mon œil, là. Pardon, je me suis dit, personne l'a fait. C'est vrai qu'on a un gros fond de débat YouTube aujourd'hui. Pardon, C'est je bien, suis on est désolé. en fond cynisme. Je suis désolé, vas-y. C'est pas grave, je vais repartir sur de la poésie et... Bon, du coup, tu voulais nous parler de Norman, dis-nous tout. Ah, non, arrêtez, je vais pleurer. Non. Donc moi, je vous parle de balade mentale. Si vous êtes comme moi et vous débarquez un peu sur le tard, moi, mon petit bonheur, c'est de les regarder le matin avec mon petit café. Tout est petit, mais... bref, et donc c'est une chaîne de vulgarisation scientifique qui rend ludique et accessible la science, mais de façon poétique et toujours décalée. Ok. C'est-à-dire que il va toujours trouver une façon d'amener l'histoire, une façon d'amener l'explication, le questionnement. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que il répond à énormément de questions. Mes vidéos se terminent et j'ai encore le triple de questions du coup qui sont arrivées. Voilà, donc il aborde toujours des questions complexes, mais il trouve une façon de partager ses connaissances pour le plus grand nombre. Il parle énormément d'astronomie, de fonds marins, les abysses et la physique quantique. Je ne pensais pas être un jour passionnée par la physique quantique. Mais ils sont 2 pour avoir créé la chaîne, mais le mec que vous voyez dans les vidéos, déjà, il a un rythme de parole qui est fascinant. Les textes sont très très bien écrits. Il a une voix qui est très agréable. Ouais, il a une voix hyper agréable. Et alors, je ne sais pas comment il fait parce que il aborde des sujets parfois qui sont impossibles à figurer. Trouver des représentations en images qui correspondent à un texte écrit sur la physique quantique où le mec t'explique des trucs avec des neutrons, des particules, etc. C'est pas évident d'illustrer tous ces propos. Et alors, le monteur fait un travail, mais extraordinaire. Vraiment, on pourrait se dire qu'avec tous ces sujets-là, c'est très difficile à regarder, c'est 20 minutes où on se prend la tête. Pas du tout. C'est un moment de pause où on apprend des choses et en même temps on voyage. Quand c'est poétique autant dans le texte que dans les images. Moi, par exemple, il y a une vidéo il y en a 2 vidéos qui m'ont vraiment marqué. Il y en a une qui aborde la question de la voix dans notre tête et de la voix qu'on entend quand on lit, notamment. Et en fait, cette vidéo, c'est un concept parce que on ne l'entend pas du tout. C'est un texte qui défile sur un écran noir, du coup. Mais c'est vraiment regarder cette vidéo parce qu'il vous explique tout ce que vous êtes en train de vivre en direct. Et donc tout ce qu'il vous explique, c'est des choses que vous comprenez instantanément et c'est des questions que vous n'êtes peut-être pas posées auparavant. Et l'autre vidéo que je vous conseille aussi, il repart de la naissance de l'humanité. C'est même pas juste la naissance de l'humanité, c'est la naissance de d'autres planètes, de comment la vie a évolué. Et tout est raconté à la 2e personne, c'est-à-dire que tu es en train de faire ça. Okay. Et en fait, tu traverses toutes les époques de l'évolution jusqu'à arriver aujourd'hui. Et il te parle comme si c'était toi qui vivais absolument. Et ça rime, je crois. Et en plus, si je dis pas de bêtises, c'est un poème. Vraiment, c'est magnifique. Il y a un travail sur ces vidéos qui sont folles. Et si vous avez le bonheur de ne pas encore connaître, je vous invite à foncer tout de suite sur YouTube et chercher Balade Mentale. J'ai l'impression d'avoir raté un crâne vide avec un singe qui fait des cymbales dedans. C'est vrai. Merci beaucoup, Candice. De rien. Yann, quel est ta reco? Ah bah tiens, le singe avec les cymbales. Alors moi, je vais vous recommander La légende de Vox Machina. Donc c'est encore un dessin animé, et cette fois-ci américain, et en 12 épisodes. Donc c'est une série adaptée d'un jeu de rôle, interprété par... le jeu de rôle de base, était interprété par des comédiens de doublage pro. Ok, et cool. Le jeu de rôle de base est dispo sur internet. Et donc on suit l'histoire d'un groupe d'aventuriers dans un univers héroïque fantasy à la Donjons et Dragons.
Et donc sans pourtant réinventer quoi que ce soit, c'est super bien. Le concept est vraiment classe, et même si l'animation se passerait bien de quelques créatures en 3D, bah c'est très clean. Ça bouge, c'est drôle, c'est violent, et ça n'hésite pas à être trash. Et tout ça avec des super personnages. On sent bien la vibe jeu de rôle, et moi c'est vraiment ce que j'attendais au tournant de cette série. Et donc c'est vraiment plaisant. Voilà, c'est à voir. C'est produit par Critical Role Productions, et c'est dispo sur Amazon Prime. Tiens, toi, est-ce que tu sais qu'il y a un Donjons et Dragons qui va sortir? Un film? Oui, un film, évidemment que je le sais. Et bon, j'ai un peu peur, parce que pour l'instant, Donjons et Dragons, les Ouais, films qu'ils ont faits n'ont jamais été Puis bons. la bande-annonce qu'ils ont sortie. Elle ne fait pas rêver. Le joueur du grenier en a fait une vidéo Oui. sur les deux. C'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'en même temps, à chaque fois qu'on arrive sur Donjons et Dragons, même si aujourd'hui il y a quand même la culture jeu de rôle et fantastique, tout ça a quand même beaucoup évolué. On a une image moins geekos, moins négative. J'ai l'impression que c'est quand même un univers où on a du mal à avoir des budgets, une réalisation vraiment poussée et une vision très artistique, plus que allez, on va faire une adaptation de Donjons et Dragons et ça va faire plaisir à tous les geeks et ils vont venir voir en masse. Et en fait, t'as pas vraiment de fond sur le truc. Ouais, c'est ça. Mais le souci, c'est que ça m'a l'air d'être quand même un gros blockbuster un peu débile. Le prochain, ça a l'air vraiment d'être ça. Quand tu vois un peu le casting et juste la bande-annonce qui présente... Dans la bande-annonce, tu vois que ça joue mal en général, c'est mauvais. Ce sera le Eragon des Donjons et Dragons. En parlant des live action, il y a les Chevaliers du Zodiaque en live action qui va sortir. Ah oui. J'ai vu la bande-annonce, c'est Dragon Ball Evolution 2. Vraiment. Excellent. Mais pourquoi ils apprennent pas des erreurs? Dragon Ball et Senseiya, ça ne se fait pas en live action. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Non, ça ne se fait pas. Je vais faire un live action. Mais non, justement, arrête. Ça ne se fait pas. Pose ce budget tout de suite. ce budget qui doit être moindre, parce qu'en général, vu la dégaine que ça a à la fin, l'argent jeté par les fenêtres. Merci beaucoup Yann pour ta reco de l'épisode. Et toi Hugo, t'aurais pas une reco? Bah moi je crois que j'ai une petite reco. Alors c'est sorti il y a quelques années, en 2018, et c'est pour les fans du Seigneur des Anneaux, mais qui n'arrivent pas à lire le Seigneur des Anneaux. Ouais. Vous savez, ceux qui ont regardé les films 150 fois et qui, à chaque fois qu'ils commencent un bouquin, se disent « c'est quand même long et je connais déjà l'histoire ouais. ». Et bien, figurez-vous qu'il existe une solution. Le Seigneur des Anneaux est sorti en audiobook. Ah, et figurez-vous que vous ne connaissez pas l'histoire, en fait. Exactement. Parce qu'il manque plein de personnages, plein de situations. Il y a des personnages en trop, des fois. Il y a des personnages qui n'y sont pas, des fois. Je vous le conseille, c'est super. C'est lu par Thierry Jansen, j'espère que ça se prononce comme ça. Il a une voix incroyable, il fait les voix des personnages, c'est hyper intéressant parce qu'on a l'habitude d'entendre certains personnages comme ça, avec les VF des films. Et là, en fait, il arrive très bien à nous sortir des voix qu'on a l'habitude d'entendre et qu'on entend depuis l'enfance. C'est vraiment super agréable à écouter. Ça fait passer le temps et en plus, moi qui l'ai déjà écouté une fois entièrement, je l'utilise le soir pour m'endormir et c'est un régal pour les oreilles. C'est vraiment un régal. C'est-à-dire qu'il a vraiment une voix profonde et posée. Il lit chaque phrase comme s'il y était. Il nous emmène vraiment et c'est magnifique. Justement, j'appuie là-dessus parce que sur les conseils d'Hugo, moi, j'ai beaucoup de mal à dormir et à m'endormir surtout. Et donc, du coup, il m'a conseillé d'écouter le Seigneur des Anneaux. Alors maintenant, j'ai un autre problème, c'est-à-dire que j'aime tellement ce que j'entends que Tu veux pas dormir? Je veux pas dormir, mais je finis par m'endormir. Ça marche pas alors? Si, parce que quand tu mets, au lieu de mettre 2h30 à m'endormir, je vais en mettre 15-20. Ouais, donc en fait, je passe un bon moment et en plus, je me rends compte que j'ai pas d'écran ni rien. Ouais. Et donc, je m'endors mieux. Et son Gandalf. Oui. Son Gandalf. Il est magnifique. Excusez-moi, mais il a vraiment comment dire? Le mec qui vous raconte l'histoire a une voix fantastique. Appelons-le Thierry. Thierry a une voix fantastique et il interprète tous les rôles de façon tellement différente. On sent vraiment la personnalité. On retrouve vraiment le travail un peu de doubleur finalement. Ouais. C'est pas juste il nous lit l'histoire, c'est qu'il vit l'histoire et chaque personnage il l'interprète vraiment différemment. Ouais, c'est un peu comme si vous aviez un grand-père qui vous lisait une histoire au coin du feu. Okay. Parce qu'en plus il a une voix un peu comme ça. Ouais, Thierry c'est notre père Castor. Et il prend vraiment son temps pour lire chaque phrase et machin. Et du coup il nous emmène vraiment. Voilà, c'est très très intéressant. Est-ce que c'est excuse-moi, j'ai une dernière question. C'est la traduction, la nouvelle traduction
traduction ou pas? Alors oui, c'est la nouvelle Parce que, traduction. voilà, il faut le dire il que- s'appelle vraiment Frodo. Par contre, il y a quelques trucs qui me chiffonnent, je me souviens plus lesquels. Pas Parce Foncombe, que... il l'appelle pas Foncombe, je crois, Non. il me semble. C'est Le pas précieux, Fondval, déjà le précieux, c'est pas le c'est pas précieux. je Fondval. crois. Fondval, je crois, c'est Ouais, ça. C'est ça. Et puis c'est la fraternité de l'anneau. Ouais. Et non alors- pas la communauté. Ouais. Alors qu'en anglais, c'est fellowship et non pas brotherhood. Donc Ouais. c'est un peu bizarre. Oui. Mais bon, bref. C'était pour payer un nouveau traducteur. Oui, c'est ça. On connaît ça. Hein. Moi, j'ai Chekhov. une autre question. Est-ce que tu as à peu près le timing que... Alors le c'est timing, tome. ça dure un peu moins d'un jour. D'accord, ok. C'est Oui, 20 c'est- heures je me et suis dit. 52 minutes. D'accord, ok. Pour Il le y a pre- pour le- 60 pour le premier. petits... Oui, pour le premier. Pour le premier. tome. C'est un. C'est D'accord. un. Mais ça, en 20 vrai, heures. Ouais, mais ça après- passe. Hein, pour Oui, avoir oui, des- ça passe, des tu livres fais en audio, partie. tu fais Ouais, c'est ça, fractionner. t'as vraiment les chapitres, et du coup, à chaque fois, tu te retrouves assez facilement. Un chapitre s'écoute quand même relativement vite, et ça peut être un truc que t'écoutes sur... Pour Oui, à en peu déplacement. près- Ouais, voilà. C'est ça. En fait, Un pour peu à comme peu les podcasts, près pour à peu près 20 €, je crois qu'ils coûtent, tu as un mois de lecture. À chaque Ouais. fois que tu prends un transport, tu t'écoutes un petit peu, t'en as pour un mois, quoi. Ah, donc c'est bénéfique. Et mais au-delà que ce soit bénéf, en plus c'est super bien fait, c'est hyper quali. Et alors, du coup, on le trouve... Alors on le trouve sur audio, c'est un audiobook, donc on le Sur trouve sur Audible. toutes les plateformes, Sur tout. exactement. Sur Audible, moi j'ai acheté le mien sur Apple Podcast, D'accord. pas sur Apple Store, pardon. Ok. Je l'ai acheté sur Apple Store, donc voilà, on le trouve à peu près partout. Il est vraiment sorti partout. Répète Et le je nom vous du. conseille. Et puis, ça peut être Alors, votre c'est, premier bouquin donc, gratos, en Le plus, si Seigneur vous des téléchargez Anneaux. l'application. Cette fois-ci, donc le Seigneur des Anneaux, la fraternité de l'anneau, puisque c'est la nouvelle traduction, par le narrateur c'est Thierry Jansen, c'est sorti le 14 février 2018, et l'éditeur c'est Audiolib. D'accord. Exactement. Merci Hugo. Ok. Voilà. Bah, trop cool. Eh bien, merci à tous pour cet épisode. On va tous dire au revoir, Yann, Au revoir. Au Thomas, revoir. Brieux C'est triste, mais au revoir. et Candice. Au revoir à tous. Je suis Hugo, je vous dis au revoir à tous. C'était recommandé. Au revoir.